Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, merci de parler à Al Jazeera lors du forum de Doha 2024. Il y a tant de sujets à aborder avec vous, mais je voudrais commencer par la Syrie, avec ses développements spectaculaires qui semblent redessiner la carte politique du pays. J'aimerais avoir votre réaction aux événements des 10 derniers jours. Lavrov, notre réaction a été publique et répétée. Il est inadmissible de permettre à un groupe terroriste de prendre le contrôle de territoires en violation des accords existants, à commencer par la résolution 2254 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette résolution réaffirme avec force la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'unité de la République arabe syrienne. Elle condamne toute tentative de groupe terroriste de perturber la vie des Syriens et appelle à un dialogue direct entre le gouvernement et l'opposition. Les groupes d'opposition concernés sont spécifiquement mentionnés dans cette résolution. En ce qui concerne Hayat Tahrir al-Sham, des accords ont été conclus en 2013 et 2020 dans le cadre du processus d'Astana, qui réaffirmait clairement la volonté commune de ne pas laisser ce groupe contrôler Idlib et de l'en expulser. Ces accords n'ont pas été mis en œuvre, et ils sont aujourd'hui grossièrement violés. J'ai regardé votre chaîne ce matin, et je dois dire que la couverture était très spécifique. Disons, le présentateur parlait de groupes d'opposition prenant le contrôle de nouvelles villes. C'est ainsi qu'Al Jazeera qualifie Hayat Tahrir al-Sham, ce qui, à mon avis, n'est pas très rigoureux sur le plan journalistique. Journaliste. Eh bien, il y a plusieurs groupes, et il est clair que Hayat Tahrir al-Sham est un groupe d'opposition au gouvernement de Damas. Cela semble être une description assez claire de leurs actions. Lavrov. Un instant. Je comprends que vous défendiez vos patrons, ce qui dicte la ligne éditoriale d'Al Jazeera. Mais un journalisme honnête exigerait de dire que Hayat Tahrir al-Sham est classé comme groupe terroriste par le Conseil de sécurité de l'ONU et les États-Unis, d'ailleurs. C'est une distinction importante entre eux et les groupes d'opposition non répertoriés comme tels. Nous le répétons sans cesse depuis des semaines. Journalistes. Revenons à la diplomatie. Vous avez récemment rencontré vos homologues turcs et iraniens ici à Doha. Avez-vous atteint des accords? Lavrov. Oui, nous avons réaffirmé avec force l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'unité de la République arabe syrienne. Nous avons appelé à la cessation immédiate des activités hostiles. Nous avons tous déclaré vouloir que la résolution 2254 soit pleinement appliquée, et dans ce but, avons demandé un dialogue entre le gouvernement et l'opposition légitime, comme le prévoit cette résolution. L'essentiel n'est pas de dire quelque chose de nouveau, mais de mettre en œuvre ce à quoi on s'est engagé. Journaliste. Mais cette résolution, adoptée en 2015 au niveau des ministres des Affaires étrangères, évoque une nouvelle constitution et des élections libres et équitables. Pourtant, le processus semble complètement bloqué. Lavrov. Certes, mais comparons avec d'autres situations. Moins de temps s'est écoulé depuis l'adoption de cette résolution que depuis celle promettant un État palestinien. Tout est relatif. Vous comprenez. Personne n'est parfait, comme le dit un vieux film américain. Cela ne signifie pas que nous devons arrêter d'essayer. Journaliste. Avez-vous parlé à votre homologue syrien ou à d'autres responsables syriens récemment? À quel point sont-ils inquiets de la situation, notamment après la perte de tant de territoire? Lavrov. Nous ne sommes pas là pour évaluer le degré d'inquiétude des uns et des autres. Notre rôle est d'essayer d'aider par des moyens diplomatiques à stopper l'effusion de sang et à rétablir la justice. Dans ce cas précis, la justice signifie la mise en œuvre de la résolution 2254. Nous espérons que les autres signataires, notamment les États-Unis, tiendront leurs promesses et soutiendront le processus comme prévu. Journaliste. La perte de ces territoires en si peu de temps est-elle un coup dur pour la Russie, étant donné son soutien historique à la Syrie? Cela justifie-t-il une intervention militaire accrue? Lavrov. La Russie a toujours été un grand soutien, non seulement pour la Syrie, mais aussi pour l'Irak, la Libye et le Liban. Ce n'est pas notre faute si de nombreuses résolutions adoptées sur le Moyen-Orient n'ont pas été respectées. Regardez l'Irak, détruit sans aucun débat au Conseil de sécurité. Le monde actuel est marqué par une lutte entre ceux qui veulent maintenir une hégémonie et ceux qui aspirent à vivre dans un monde libre, où l'égalité souveraine des États est respectée. Cette lutte ne se déroule pas sans affrontement. Les interventions agressives des États-Unis et de leurs alliés en Irak, en Libye, en Syrie, et même leur comportement vis-à-vis de la Palestine créent des désastres. Ils essaient maintenant d'étendre l'influence de l'OTAN à des régions comme l'Indo-Pacifique, en promouvant des blocs militaires similaires et en exportant leurs infrastructures militaires. Mais c'est une lutte perdue d'avance contre l'histoire. Nous sommes désolés pour le peuple syrien, qui devient une fois de plus la victime de ces expérimentations géopolitiques. Nous condamnons fermement l'utilisation de groupes terroristes comme Hayat Tahrir al-Sham pour atteindre des objectifs stratégiques. Mais nous avons une mentalité différente. Pour les Américains, ce qui compte,
C'est leur image, être perçu comme numéro un. Lorsqu'ils disent quelque chose, tout le monde doit dire oui, monsieur. Peu importe ce qu'oncle Sam décide. Dans notre cas, il ne s'agit pas de se soucier de l'impression que nous donnons au peuple. Nous faisons ce en quoi nous croyons. Et si nous avons pu aider depuis 2015 pour maintenir l'État syrien intact, si nous avons pu organiser le processus avec nos collègues iraniens et turcs, ce qui est appelé le processus d'Astana, et que nous nous sommes rencontrés aujourd'hui, comme vous l'avez mentionné, c'était en soi un processus très utile. Rien ne se passe sans accroc dans la diplomatie mondiale. Mais les événements auxquels nous assistons aujourd'hui sont clairement orientés vers le sabotage de tout ce que nous avons fait durant ces années. Et nous ne sommes pas désolés pour l'image que le peuple perçoit de la Fédération de Russie ou de moi-même personnellement, mais nous sommes très préoccupés par le sort du peuple syrien. Nous ne voulons pas qu'ils suivent le destin des Irakiens, des Libyens et des autres nations perturbées par ceux qui désirent maintenir leur domination. L'ambassade russe à Damas demande maintenant à ses ressortissants de quitter la Syrie. Cela signifie-t-il que vous pensez qu'Assad pourrait ne pas être capable de conserver le pouvoir? Et si c'est le cas, allez-vous essayer de le sauver cette fois-ci? Eh bien, les ambassades occidentales à Kiev ont récemment suggéré à leurs ressortissants de quitter le pays. Les ambassades en Corée du Sud font de même. C'est un travail diplomatique. Je comprends que vous ayez besoin de sensations dans votre interview. C'est un travail diplomatique. Vous avez, en tant que journaliste, à vous soucier des faits. Moi, parmi d'autres choses, je dois me soucier de mes compatriotes. Je comprends. Mais la sensation, en tout cas, c'est que tant de territoires de la Syrie ont été perdus en si peu de temps. Pensez-vous qu'Assad puisse tenir bon? Et qu'est-ce que la Russie va faire militairement? Militairement, la Russie aide l'armée syrienne avec la force aérienne, qui est basée à Khmemim, et nous aidons l'armée syrienne à contrer les attaques des terroristes. Quel est le pronostic? Je ne peux pas deviner. Nous ne sommes pas dans le domaine des suppositions. Nous avons convenu aujourd'hui avec l'Iran et la Turquie de lancer un appel fort, que j'ai décrit, et nous prendrons des mesures spécifiques pour nous assurer que cet appel soit entendu. Vous dites que la Russie aide l'armée syrienne. C'est clairement le cas. N'êtes-vous pas frustré? Alors, qu'il semble que dans de nombreux cas, l'armée syrienne se soit simplement enfuie? C'est un peu comme lorsque les talibans ont pris le contrôle de l'Afghanistan en 2021, non? Eh bien, les Américains ont quitté l'Afghanistan de manière encore plus honteuse, je pense. Vous savez, si vous voulez que j'essaie de donner mon avis sur qui se comporte comment et comment cela est perçu à l'extérieur, alors c'est votre droit. Vous m'interviewez, et je pense que j'ai donné mon avis. Il semble cependant que vous faites tout pour éviter de parler de l'Ukraine. Je parlerai de l'Ukraine, mais je veux d'abord parler des questions au Moyen-Orient. Et je veux revenir sur Ayat Tahrir al-Sham, qui, comme vous le dites, s'est formé à partir du front al-Nosra et reste sur la liste noire de l'ONU. Mais leur leader, Jolani, projette maintenant un autre ton. Il envoie un message aux Alaouites en leur disant qu'ils sont les bienvenus. Pensez-vous qu'au moins quelqu'un devrait lui parler pour voir s'il dit la vérité? Eh bien, tout d'abord, il projette cette position, autant que je sache, sur CNN. Et nous avons vérifié avec les Américains s'il est toujours sur la liste des terroristes des États-Unis. Et ils ont dit oui, il y est, en plus de la liste des terroristes du Conseil de sécurité. Donc lui donner une audience sur CNN, c'est déjà quelque chose. Quant aux promesses qu'il répand, je n'ai jamais contesté le proverbe anglais. La preuve du pudding est dans la dégustation. Mais il y a d'autres cas, et un évident. Les talibans étaient sur une liste noire, ils étaient alliés à Al-Qaïda, et maintenant, en Afghanistan, la Russie traite avec les talibans. Les choses changent. Nous n'avons jamais retiré notre ambassade de Kaboul. L'ambassade est restée là pendant toute l'occupation américaine et de la coalition, et pendant leur départ honteux. Et nous n'avons jamais retiré l'ambassade. Les talibans, d'ailleurs, ne sont pas sur la liste des terroristes de l'ONU en tant qu'organisation. Plusieurs dirigeants des talibans sont sur la liste des terroristes personnels. Mais je comprends ce que vous voulez dire. Vous dites essentiellement que la vie est plus intéressante et plus compliquée que les résolutions, déclarations, revendications et promesses. Nous verrons comment cela se passe. Si l'opposition, qui a été mentionnée dans la résolution 2254, est une opposition responsable, si elle se soucie de son pays, elle ne permettrait pas que cette opération continue. Ils participent eux aussi aux hostilités. Et l'appel d'aujourd'hui de l'Iran, de la Turquie et de la Russie doit être entendu par tous ceux qui sont sur le terrain en Syrie. Et sur le terrain en Syrie, actuellement, l'accent est mis sur la bataille pour Homs. Si Homs est pris, le territoire contrôlé par Assad sera divisé en deux. La grande base navale que vous avez eue pour 49 ans,
base navale souveraine, ainsi que votre grande base aérienne à l'attaquer. La Russie est-elle inquiète à ce sujet? Apparemment, certains analystes disent qu'il y a des images satellites montrant des navires russes quittant déjà votre base navale de Tartou. Eh bien, il y a un exercice naval en Méditerranée. Peut-être que vos images satellites ont pris cela pour autre chose. Mais encore une fois, si vous voulez que je dise « Oui, nous avons perdu en Syrie, nous sommes désespérés », si c'est ce que vous voulez, continuons. Mais mon point est que je ne suis pas dans le domaine de deviner ce qui va se passer. Nous essayons de faire tout ce que nous pouvons pour empêcher les terroristes de prévaloir, même s'ils disent qu'ils ne sont plus des terroristes. Qu'en est-il du rôle de la Turquie dans tout cela? Vous avez rencontré le ministre des Affaires étrangères turc ici à Doha. Pensez-vous qu'ils contrôlent la situation ou veulent juste la maintenir sous contrôle? Ils sont un acteur très influent en Syrie, et je pense que vous le savez. Ils sont préoccupés par la sécurité de leurs frontières avec la Syrie. Nous en avons discuté dans le cadre d'Astana et dans le contexte des discussions Astana plus Syrie sur la normalisation des relations entre la Turquie et Damas. Il existe une série d'idées que nous voulons mettre en œuvre pour maintenir la Syrie intégrale et unifiée, tout en garantissant la sécurité de la frontière, qui est poreuse et a été poreuse pour les attaques terroristes sur le territoire turc. L'accord d'Adana de 1986, je pense, est un exemple de la façon dont cela peut être abordé. Et je n'ai aucun doute que les relations entre la Syrie et la Turquie doivent être normalisées et que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour être utiles. Pour terminer sur la Syrie, s'il vous plaît, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, vous mentionnez constamment la résolution 2254. Si jamais on en arrivait à la dernière partie de cette résolution, des élections libres et équitables, main sur le cœur, vous ne croyez pas, n'est-ce pas, que la famille Assad, la dynastie Assad qui dirige ce pays depuis 54 ans, qu'il a dirigé pendant toute cette guerre où un demi-million de personnes sont mortes, qu'elle serait élue lors d'élections libres et équitables, n'est-ce pas? Pour en arriver là, vous avez vous-même dit que c'est le paragraphe culminant de la résolution. Avant cela, il faut mettre en œuvre ce qui le précède, notamment le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale. L'invasion et l'occupation par les Américains de l'Est de la Syrie, soutenant les séparatistes kurdes, y compris sur des terres qui appartiennent historiquement aux tribus arabes, exploitant les ressources pétrolières et alimentaires, les vendant sur le marché mondial et finançant l'État quasi indépendant qu'ils construisent là-bas. Ne pensez-vous pas que cela constitue un obstacle à la tenue d'élections libres et équitables dans toute la Syrie? Passons à Gaza. Plus de 45 000 personnes ont été tuées depuis le 7 octobre de l'année dernière. Et comme vous le savez, en juin, le 10 juin, 14 membres du Conseil de sécurité ont voté en faveur d'un cessez-le-feu. Les États-Unis se sont abstenus. Il devrait maintenant y avoir un cessez-le-feu. Y a-t-il une raison valable, du point de vue de la Russie, presque 6 mois plus tard, pour laquelle il n'y a toujours pas de cessez-le-feu en place? Parce que c'était une résolution de qualité que nous ne pouvions pas soutenir. Nous ne l'avons pas mise en veto uniquement parce que tous nos amis arabes, y compris les Palestiniens, ne voulaient pas que nous le fassions. Ils voulaient lui donner une chance. Elle mentionnait un plan Biden. Et les Américains nous ont convaincus lors de la réunion du Conseil de sécurité que ce plan de Biden était soutenu par Netanyahou. Nous avons demandé à faire circuler le plan de Biden, mais ils ont dit non, 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 ce n'est pas nécessaire. Faites-nous confiance. Faites-moi confiance, comme disait Schwarzenegger. Et donc, nous nous sommes abstenus. Et il s'est avéré que le plan n'existait pas, que les Israéliens ne sont liés par rien. Ce plan s'est avéré être l'une des règles sur lesquelles l'ordre mondial doit être fondé. Un ordre mondial basé sur des règles. Rien de concret. Donc, avec une résolution destinée à ne pas être mise en œuvre, comment pouvons-nous espérer qu'elle le soit? Israël a maintenant tué beaucoup de commandants du Hamas. Pensez-vous qu'il est une raison réelle de continuer à se battre, ou n'est-ce pas simplement de la carnage, de la mort et de la destruction délibérée des Palestiniens? Eh bien, nous avons fermement condamné l'attaque terroriste du 7 octobre dernier, mais en même temps, nous condamnons fermement la façon dont Israël a réagi, essentiellement en lançant une punition collective des Palestiniens. J'en ai discuté avec certains collègues israéliens, eh bien, même pas dans le « je pense », publiquement, ni le ministre de la Défense ni aucun autre responsable du cabinet, lorsqu'on leur a demandé pourquoi ils ne prenaient pas des mesures, vous savez, pour empêcher les dommages aux civils, aux citoyens pacifiques. Il a dit qu'il n'y a pas de citoyens pacifiques là-bas à Gaza. Dès l'âge de 3 ans, ils sont tous des terroristes. Et avec cette philosophie, et quand Antonio Guterres a condamné l'attaque terroriste et a ensuite dit « mais cela ne s'est pas produit dans le vide ». Vous vous souvenez de la réaction israélienne? L'ancien ambassadeur a exigé que Guterres démissionne. Finalement, il a été déclaré persona non grata. Incroyable. Et je ne pense pas que les Israéliens agissent dans leur propre intérêt, car cette idée qu'il y a des terroristes dès l'âge de 3 ans. Eh bien, c'est bien sûr une figure de style. Mais pendant presque 80 ans, de génération en génération, on vit dans une situation d'occupation et de blocus. Et bien sûr,
Les parents et les enseignants à l'école expliquent l'histoire du peuple palestinien et ce qui s'est passé en 1948. Donc, tant qu'un État palestinien ne sera pas créé, ce qui, soit dit en passant, était une condition préalable à la création de l'État israélien. Tant que l'État palestinien ne sera pas créé, l'extrémisme se reproduira encore et encore dans la région, il n'y a aucun doute. Et dire simplement que nous allons exterminer tous les membres du Hamas, je ne pense pas que ce soit un engagement sérieux. Passons à l'Ukraine. Et certains suggèrent que nous pourrions atteindre la phase finale de la guerre. Et certainement, il y a beaucoup de propositions qui émergent. Puis-je vous soumettre la dernière proposition du président Zelensky, car il semble que cela ait changé. Il semble maintenant insinuer qu'il pourrait être prêt à geler le conflit tout en revendiquant tout le territoire qu'il avait avant, mais avec une garantie de sécurité, un peu comme la situation de l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest, avec l'Ukraine occidentale placée sous l'égide de l'OTAN. Qu'en pensez-vous? Est-ce en quelque sorte acceptable pour la Russie? Il y a quelque temps, j'ai cessé de suivre ce que dit Zelensky. Il peut changer de position d'un A à un Z, du jour au lendemain, en fonction de ses humeurs. Mais à ce moment précis, il ne s'agit pas de l'option coréenne, de l'option allemande, ou de toute autre option qu'il dit être nécessaire, qui doit être basée, selon lui, sans aucune alternative, sur les termes ukrainiens. Très bien. Alors il devrait dessiner une carte et voir comment il peut s'accommoder de lui-même et de ses fantasmes. De nombreuses initiatives ont été proposées, y compris cette fameuse et stupide formule de paix de Zelensky, qui dit que la Russie doit se retirer aux frontières de 1991, que Poutine et moi, d'ailleurs, devons aller au tribunal, que la Russie doit payer des compensations, que la Russie doit réduire la taille de son armement près de la frontière ukrainienne, et ainsi de suite. Mais il y a des plans, qui ne viennent pas de quelqu'un d'inadapté, mais de personnes qui aimeraient aider et qui sont motivées par de bonnes intentions, comme la Chine et le Brésil ont proposé un plan, qui a été soumis à discussion en marge de l'Assemblée générale en septembre dernier. Les Sud-Africains circulaient certaines idées. La Ligue des États arabes a visité Moscou à plusieurs reprises. Les membres du groupe de travail ont créé un groupe de contact sur l'Ukraine. Aucune de ces initiatives n'a été dictée par autre chose que la bonne volonté, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais aucune d'entre elles ne mentionne ce que le président Xi Jinping de la Chine a proclamé dans son initiative pour la sécurité mondiale, qu'il a rendue publique en février 2023. Ce n'était pas spécifiquement pour l'Ukraine, mais c'est une initiative générique, sur les principes qui doivent être appliqués lorsqu'on aborde n'importe quel conflit. Et l'un des principes dit qu'il faut aborder, éliminer les causes profondes d'un conflit. C'est essentiel dans toute situation, que ce soit le manque d'un État palestinien et ce qui se passe au Moyen-Orient, ou même l'Ukraine. Les causes profondes de la crise ukrainienne ne sont mentionnées dans aucune des initiatives. Et j'ai récemment rencontré des ambassadeurs accrédités en Russie à Moscou, je leur en ai parlé. Et chaque fois que je parle à des journalistes ou à des politologues, j'aborde toujours cette question. À ma grande surprise, ce que je vais dire n'est rapporté par personne. Les causes profondes, février 2014, parce que l'Ukraine a demandé à l'Union européenne de lui accorder plus de temps pour comprendre comment l'association avec l'Union européenne affecterait ses relations économiques avec la Russie. Juste un peu de réflexion supplémentaire, des consultations supplémentaires pour comprendre comment cela affecterait son économie, car il n'avait pas de droit de douane avec la Russie, et il voulait ne pas avoir de droit de douane avec l'Union européenne. Beaucoup de protection avec l'Union européenne pour de nombreuses industries de notre pays. Nous leur avons dit, les gars, si vous ouvrez, nous devons fermer la frontière avec l'Ukraine, car nous serions inondés de produits européens qui sont beaucoup plus compétitifs. C'est pourquoi les Ukrainiens ont demandé un peu plus de temps pour réfléchir. En fait, nous avons suggéré à l'UE et aux Ukrainiens de nous réunir à 3 pour en discuter. Le président de la Commission européenne, M. Barroso à l'époque, a dit « Ce n'est pas votre affaire. Nous ne discutons pas avec vous de nos relations avec le Canada. » De toute façon, très arrogant. Ainsi, la demande de reporter les consultations a été utilisée comme le déclencheur de cette manifestation de Médan, qui a culminé en février 2014. Puis-je vous ramener au jour présent maintenant? Parce que nous manquons de temps. Je comprends que vous représentez la culture de l'annulation. Non, pas du tout. Peu importe quelle partie des causes profondes vous n'aimez pas, vous voulez les ignorer. Non. Eh bien, si vous manquez de temps, alors j'avais raison. Vous vouliez me noyer dans la Syrie. Je pense que ce sont des questions assez importantes. J'y ai abordé de manière très sérieuse. Bref, cette confrontation entre le président et le gouvernement a été résolue avec l'Allemagne, la France et la Pologne en tant que témoins et garants de l'accord entre le gouvernement et l'opposition. Et le matin suivant, ils ont pris tous les bâtiments administratifs. Et l'accord signé la veille disait que nous créerions un gouvernement d'unité nationale et organiserions des élections anticipées. Et lorsqu'ils ont pris les bâtiments administratifs, ils ont dit « Félicitations, nous avons créé le gouvernement des gagnants, pas celui d'unité nationale, mais des gagnants ».
Puis ils ont annoncé que leur première décision serait d'annuler le statut de la langue russe. Ils ont envoyé des groupes armés pour prendre le Parlement de Crimée. C'est ainsi que cela a commencé. Mais tout cela est annulé. Nous avons seulement été accusés d'avoir annexé la Crimée. Aucune attention n'a été portée au fait que les Criméens ont tenu un référendum. Ils ont dit intégrité territoriale. Quelques années auparavant, ils ont annoncé unilatéralement, sans aucun référendum, l'indépendance du Kosovo, et ont dit que cela était conforme à la Charte des Nations Unies, car c'était l'autodétermination des peuples, ce qui est un droit. Donc, l'autodétermination, principe de la Charte, était à la base de la décolonisation, pour l'éveil des peuples qui comprenaient que les maîtres coloniaux ne représentaient pas leurs intérêts. De la même manière, les gens que Zelensky, dans une interview avant l'opération spéciale, a appelés non pas des gens mais des espèces et a publiquement dit que ceux qui vivent en Ukraine et se sentent associés à la culture russe devraient partir pour la Russie. Ces gens ne considèrent pas Zelensky et son régime comme des maîtres légitimes. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, et le dernier point, les droits de l'homme. Vous ne pouvez pas interrompre cela. L'article 1 de la Charte des Nations Unies dit qu'il faut respecter les droits de l'homme de tous, quelle que soit leur race, leur sexe, leur langue ou leur religion. En Ukraine, depuis 2017, 5 ans avant le début de l'opération spéciale, ils ont adopté des lois, morceau par morceau, exterminant légalement la langue russe à tous les niveaux de l'éducation. Dans les médias, les chaînes de télévision russes ont été fermées. Les chaînes de télévision ukrainiennes qui diffusaient en russe ont été fermées. Ils ont pris d'assaut des bibliothèques et jeté des livres en russe, comme l'a fait Hitler. Et récemment, ils ont adopté une loi interdisant l'Église orthodoxe ukrainienne canonique, violant ainsi l'article 1 de la Charte, qui interdit la discrimination sur la base de la langue et de la religion. Nos frères et sœurs occidentaux, qui mettent les droits de l'homme en haut de l'ordre du jour à chaque occasion, même pour ce qui se passe dans n'importe quelle partie du monde, y compris en Antarctique avec les manchots et autres, n'ont jamais prononcé un mot sur les droits de l'homme en ce qui concerne l'Ukraine, où un régime raciste a été favorisé par eux. Ce sont donc les causes profondes. Et j'espère que les gens sincèrement intéressés à promouvoir une solution et à élaborer une initiative se concentreront sur les choses que j'ai mentionnées, y compris, bien sûr, la situation non NATO, car l'OTAN voulait créer une tête de pont en Ukraine avec des projets de construction de bases navales en mer d'Azov et en mer Noire. Ils avaient les yeux sur la Crimée. Et lorsque tout cela a été arrêté, vous voyez, la réaction est vraiment hystérique. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, ma dernière question. Nous avons les missiles ATACMS utilisés par les Américains. Nous avons la Russie qui utilise ces nouveaux missiles hypersoniques. Nous avons beaucoup de discussions nucléaires. À quel point ce moment est-il dangereux, selon vous, dans votre longue carrière en tant que personne à la table des négociations mondiales? Et espérez-vous que l'arrivée de l'administration Trump pourra tourner la page? Eh bien, je ne peux pas spéculer sur les politiques que l'administration Trump formulera éventuellement. Il y a beaucoup de rumeurs, de déclarations sur des terrains d'essai. En ce qui concerne le danger, c'est dangereux. Et j'espère qu'à un moment donné, vous pourrez interviewer quelqu'un de l'administration américaine Biden, car tout ce qu'ils font indique qu'ils persuadent les Européens de ne pas croire aux lignes rouges russes. Ils les repoussent de plus en plus, fournissant un exemple comme les ATACMS pour rendre les Français et les Britanniques avec les missiles Scalp et Storm Shadow plus agressivement impliqués. Ils pressent aussi les Allemands avec Toru, autant que je sache. Et vous savez, une fois, M. Kirby, qui est le responsable de la communication stratégique à la Maison-Blanche, a été interrogé sur le fait que les États-Unis s'inquiétaient d'une possible escalade. Il a répondu « Oui, nous le sommes, car si des armes nucléaires sont utilisées, l'Europe souffrira mentalement. Il ne peut même pas penser au fait que les États-Unis pourraient en souffrir. » Avec cet état d'esprit, il est très imprudent pour l'administration actuelle de pousser les Européens jusqu'au bord. Donc j'espère que la raison prévaudra. Il y a des gens sages aux États-Unis, et nous espérons qu'ils prendront la décision finale et non ceux qui jouent avec le feu. Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, merci de nous avoir parlé lors du forum de Doha 2024. Merci de votre écoute. Merci d'être venu. Merci beaucoup.